Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Magali Hubert, éditrice chez Nathan, et je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire consacré à notre nouveauté en Bac Pro ASSP pour la seconde. Je vais présenter ce webinaire avec Patricia Müller, qui est donc directrice d'ouvrage. Bonjour Patricia. Bonjour à tous, bonjour Magali, bonjour Marc. Et Donc, je te laisse introduire, hein. je continue. Marc Lebeau, donc, qui est notre responsable numérique chez Nathan, qui vous fera tout à l'heure une présentation de l'e-manuel et de la plateforme du corps humain virtuel. C'est ça, bonjour. Alors, en attendant que tous nos participants nous rejoignent, je vous propose de vous donner quelques informations techniques pour votre confort de vision. Donc, vous avez sur votre écran deux parties, une partie avec les webcams et une partie avec le diaporama. Et entre les deux, vous avez une barre grise. Vous pouvez, en tirant la barre grise vers le haut ou vers le bas, agrandir soit vos webcams, soit le diaporama. Sinon, vos micros et vos caméras seront coupés pendant toute la durée du webinaire, mais vous pourrez à tout moment nous poser vos questions via l'onglet questions de chat. Donc, pour y accéder, c'est simple, vous allez en haut à droite de votre écran, vous voyez une petite flèche orange, il faut cliquer dessus. Un menu va se dérouler et vous pourrez aller dans l'onglet questions de chat et poser vos questions au personnel, c'est-à-dire à nous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions pendant toute la durée du webinaire, même si nous les gardons pour la fin. Voilà, je précise aussi que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez le voir en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail dès demain ou sur notre chaîne YouTube Nathan. Alors, avant de démarrer, je vous propose de vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. Donc, on a un petit sondage qui va apparaître normalement sur l'écran. Ça ne devrait plus tarder. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à ces quelques questions et puis ensuite, on pourra démarrer. Alors, vous avez également à votre disposition des documents qui apparaissent dans un autre petit onglet. Un document sur la réforme et un document sur la plateforme du corps humain virtuel. Alors, on va pouvoir démarrer. Je pense que tout le monde doit être arrivé. On va pouvoir revenir sur le diaporama. Alors, donc je vais démarrer tout de suite le temps que ça se mette en route. Donc, notre manuel d'ASSP est le fruit d'un travail collaboratif avec une équipe composée de 14 auteurs. Donc, 14 auteurs qui sont pour la quasi-totalité d'entre eux enseignants en lycée pro. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, vous allez voir voilà, l'ensemble des auteurs donc, qui sont enseignants de STMS ou de BSE. Un petit peu ils viennent d'un peu partout, des quatre coins de la France, puisqu'ils viennent des académies de Strasbourg, Lille, Clermont-Ferrand, Limoges, Grenoble et Lyon. Et donc, j'ai avec moi aujourd'hui Patricia Müller, qui est donc la directrice d'ouvrage et qui est inspectrice en sciences biologiques et sciences sociales appliquées dans l'Académie de Strasbourg. Voilà. Voilà, et je tiens aussi à associer ma collègue Cécile Reinbold, hein, inspectrice en lettres allemandes, puisque dans l'ouvrage, nous avons travaillé effectivement sur la co-intervention, hein. Voilà, exactement, la co-intervention dont on parlera tout à l'heure dans les compléments qui sont offerts avec notre manuel. Alors, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler ce webinaire. Donc, il se déroulera en deux temps. On aura d'abord une présentation générale. On vous parlera des points forts du manuel, de la construction de nos situations et enfin de notre offre numérique. Et là, je laisserai la parole à Marc Lebeau, que vous avez vu tout à l'heure, donc qui est notre responsable numérique chez Nathan. Et donc, dans un deuxième temps, on répondra aux questions que vous aurez posées sur le chat tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, même si nous les gardons pour la fin.
Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le voir en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail dès demain ou sur notre chaîne YouTube Nathan. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler tout d'abord des points forts. Et je vais laisser la parole à Patricia qui va vous expliquer tout d'abord en quoi notre manuel est fidèle à la pédagogie de la réforme. Et avant ça, elle va faire un petit focus sur la réforme pour que vous compreniez bien. Voilà, je te laisse la parole, Patricia. Merci Magali. Alors effectivement, un petit focus pour rappeler les changements qu'il y a avec ce bac pro ASSP à partir de la rentrée de septembre. Vous avez pu constater que nous avons la disparition des options. Nous avons donc un référentiel qui va donc contenir en fait des éléments qui vont finalement aussi bien être sur la structure, sur le domicile, et vous voyez que la domotique et le numérique sont également des éléments qui apparaissent dans le référentiel. Donc, un référentiel avec 4 blocs de compétences, ça c'est une exigence dans la réécriture des diplômes à l'heure d'aujourd'hui. Donc 4 blocs de compétences que vous avez pu découvrir, accompagner la personne dans une approche globale et individualisée pour le bloc 1, intervenir auprès de la personne lors des soins d'hygiène, de confort et de sécurité dans les activités de la vie quotidienne pour le bloc 2, travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle pour le bloc 3 et réaliser des actions d'éducation de la santé pour un public ciblé dans un contexte donné pour le bloc 4. À savoir que l'intitulé aussi des blocs a été on va dire, a tenu compte de la réforme également du diplôme d'état d'aide-soignante. Il y a une cohérence en tous les cas dans la réécriture du référentiel ASSP par rapport au diplôme d'état qui est une poursuite pour certains, pour nos élèves. Autre élément, c'est que chaque bloc correspond à une unité certificative. Donc, vous avez le bloc 1 qui est rattaché à l'unité U31, le bloc 2 à l'unité U32, le bloc 3 à l'unité U33 et le bloc 4 qui est l'unité U2, qui est donc un examen que va passer l'élève sous forme écrite. Donc, pourquoi je vous évoque ça? Parce que finalement, c'est la lecture du référentiel, mais c'est qu'en fait, on a tenu compte de cette réécriture et également des épreuves certificatives pour concevoir la logique d'approche pour le livre. Autre élément important, c'est que dans ce baccalauréat, on a maintenant 16 compétences qui ont été identifiées, qui sont réparties sur les 4 blocs de compétences. 16 compétences qui, quelque part, vont nous donner aussi la philosophie à suivre. Et vous l'aurez dans tout démarrage de situation professionnelle, vous allez avoir les compétences qu'on aura retenues et qu'on souhaite travailler dans la situation professionnelle. Autre élément, c'est la diapo suivante. Voilà, c'est l'entrée par le public visé. On est vraiment sur des personnes déjà en situation temporaire ou permanente de dépendance. Le référentiel et le RAP, le référentiel d'activité professionnelle, mentionne bien les 4 âges de la vie: enfants, adolescents, personnes adultes en situation de handicap ou personnes âgées. Là, il a été fait également un choix par rapport en fait à l'équipe d'auteurs, un choix de voir en seconde quelles sont les principales structures dans lesquelles sont mis les élèves lors des PFMP. Et il y a eu un choix alors de contexte qui tenait compte de cette réalité de terrain pour pouvoir en fait décliner 4 contextes dans le livre de seconde. Et on a tenu compte de cibler sur ces âges de la vie. Alors, on l'a coloré bien sûr enfant, adolescent, mais on a tenu également à aller vers la personne âgée sur un dernier contexte. C'est un public souvent qui est beaucoup plus détaillé sur les livres de première et les livres de terminale. Dans vos contextes que vous déclinez, on est beaucoup plus sur ces publics-là. Ensuite, une nouveauté aussi, donc j'ai parlé des blocs de compétences, j'ai parlé des contextes, j'ai parlé en fait des publics, mais vous voyez qu'en tout dernier, on aborde les savoirs associés. Et ces savoirs associés, elles sont répartis entre les 4 blocs de compétences, mais il faut savoir que la volonté, c'est elles doivent venir nourrir la compétence qui a été sélectionnée.
Donc, on est vraiment sur une réflexion qui doit partir d'un contexte, partir d'un public, retenir des compétences qu'on souhaite mettre en place dès la seconde et amener les savoirs pour pouvoir en fait évaluer et amener du contenu dans la compétence qu'on cherche à viser. Dans la réforme du bac pro, il y a également la posture professionnelle qui est un point fort sur laquelle on insiste de faire acquérir cette posture professionnelle souhaitée dans la formation. La communication interprofessionnelle est également un point fort sur lesquels vous verrez, on a étoffé dans le livre des situations justement qui font travailler cette communication interprofessionnelle au niveau des élèves. Et puis la capacité rédactionnelle, puisque dans les transmissions qui sont faites dans le métier, c'est un point sur lequel les professionnels ont vraiment tenu à ce qu'on affirme un peu plus ces éléments. Donc là, vous avez vraiment balayé les points dont on a tenu compte par rapport à cette réforme d'ASSP pour concevoir notre approche. Alors, on est parti, et c'est la diapo suivante, on est parti effectivement déjà de cibler les élèves concernés. On était sur le niveau seconde pour ce premier ouvrage. On a alors décliné des contextes, mais cette fois-ci des contextes où il y avait une part d'analyse et une part de documents professionnels conséquents pour faire d'un contexte vraiment un dossier technique qui permet de projeter l'élève dans un domaine professionnel précis. Vous verrez que les contextes sont quand même étoffés avec la prise en compte des documents que les élèves peuvent rencontrer dans ces contextes, que ce soit le livret d'accueil quand on est dans le multi-accueil, que ce soit en fait le projet individualisé de la personne, que ce soit également les cahiers de transmission, les plannings. On a essayé en fait dans le contexte de l'enrichir dans ce dossier technique avec des documents professionnels. Vous allez trouver donc les compétences que les équipes d'enseignants ont retenues, compétences qu'ils jugeaient essentielles à traiter au niveau de la seconde. Et puis, avec ces éléments-là, nous avons en fait créé des situations professionnelles. Situations professionnelles que nous avons, on va dire, conçues pour y traiter les savoirs associés qui sont nécessaires à acquérir pour l'élève pour répondre à la compétence retenue. Donc, c'est le dernier élément. On est vraiment sur les savoirs associés qui doivent être au service de la compétence qui a été retenue. Et là, vous avez notre logique en fait de pensée, la logique dans laquelle on demande aussi aux enseignants de rentrer pour permettre en fait à l'élève, dans une contextualisation, de se projeter en tant que futur professionnel. Et là, vous voyez qu'on a imaginé des jeux de rôle, on a imaginé des situations très diverses qui permettent effectivement de travailler aussi la posture professionnelle qui est un incontournable dans cette réforme. On peut peut-être passer à la slide suivante pour voir un petit peu l'équivalence dans notre manuel, voir comment on a adapté ça. Tout à fait, Magali. Donc, effectivement, vous retrouvez là sur la slide, sur le côté droit, vous avez les 4 contextes qui ont été retenus par les équipes. Donc, on a le public enfant avec le multi-accueil sur les petits LAPRO. On a effectivement l'accueil de loisirs sans hébergement avec la structure Léo Délib qui a été retenue par l'équipe. Vous avez également en fait l'aspect adolescent avec les maisons d'enfants à caractère social, la MEX qui s'appelle Le Rocher, qui a été un des contextes mis également dans le livre. Et puis, je vous ai dit, on a aussi voulu aborder la personne âgée, mais cette fois-ci à travers un clic qui s'appelle Les Deux Rivières, et on arrive en fait ici à aborder une approche, un démarrage vers la personne âgée qui perd un peu son autonomie, mais qui est accompagnée. Et là, on est sur effectivement quelque chose qui va être décliné après sur d'autres contextes en première, mais on va faire
progressivement monter les élèves dans finalement la maîtrise et la connaissance de ces contextes. Sur le côté, est-ce que tu peux ouais, nous expliquer un peu quelle progression vous avez choisi avec les auteurs pour traiter des différentes compétences et des savoirs associés? alors on est parti déjà sur vraiment sélectionner ces contextes et ensuite on a sélectionné dans les blocs, dans les compétences par bloc, on a sélectionné celles qui devaient être mises en place dès la seconde. Et c'est ce qui se dessine sur le côté gauche de la diapo, où vous avez effectivement la situation professionnelle avec par bloc qui ont été repris dans les compétences qui ont été retenues, avec les savoirs associés qui vont être traités pour permettre en fait de répondre à la compétence sélectionnée. On est vraiment dans la logique attendue par rapport à cette réforme. Donc ça permet en fait d'initier en fait la réflexion de l'élève sur cette logique de contexte, situation, savoir associé à mobiliser et les compétences qu'on identifie bien. On a voulu aussi, à la fin de chaque contexte, mettre en fait des situations transversales pour permettre aussi de donner une approche, on va dire, non pas ciblée que sur une entrée de savoir, mais justement de mobiliser des savoirs très différents dans une situation professionnelle. Donc, tel que ce sera demandé à l'élève dans son futur métier, de ne pas avoir des cases, mais au contraire de réfléchir dans une globalité. Voilà, donc ça, là, je vous ai présenté en fait vraiment l'approche qu'on a retenue et qui nous permet effectivement d'avoir quelque chose de tout à fait en accord avec les attendus du nouveau référentiel. Oui. Donc là, on a ce point fort-là d'être fidèle à la réforme ASSP et un autre point fort est de proposer à la fois un outil clé en main et un outil qui laisse de la souplesse aux enseignants. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette double approche? Ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment souhaité, c'est-à-dire il y a une liberté pédagogique qui est laissée, c'est-à-dire vous pouvez rentrer par le public qui vous intéresse, donc par le contexte que vous souhaitez, mais on a à l'intérieur mis des documents professionnels, mais également mis à la fin de chaque contexte une demande d'analyse par l'élève de ce qu'est ce contexte, c'est-à-dire sa caractéristique, le public qui est ciblé, les documents, les métiers qu'on va trouver. En analysant, donc je vous ai dit, on l'a vraiment étoffé avec un dossier technique. Donc ça peut être à l'aide de l'organigramme et ça va faire le lien aussi avec les fiches métiers qu'on aura mis un peu plus tard dans l'ouvrage. Mais on a cette partie analyse qui va être portée et sur laquelle on demande aussi à l'élève de rechercher les mêmes structures proche en fait de son lieu de formation. Donc d'essayer de faire le lien avec le terrain sur lequel il va pouvoir reprojeter en fait les documents, peut-être la structure et l'organigramme, un multi-accueil. Dans mon académie, on va retrouver des points similaires avec le multi-accueil qui se trouve peut-être à Lyon. Voilà, il y a des similitudes en fait par rapport aux structures. Donc, c'est ça qu'on a voulu en donnant un outil clé en main. Il ne vous enferme pas, mais au contraire, il vous permet de l'ouvrir sur les structures qui sont proches du lieu de formation de l'élève. Oui, parce qu'on peut compléter cette grille à partir des données fournies dans les contextes du manuel, mais on peut très bien remplir cette grille à partir d'un autre contexte, un contexte local de son Tout à choix. fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a prévu de mettre à disposition cette grille d'analyse sur le site Compagnon. Voilà. Et donc, on a également la possibilité d'entrer par les séquences disciplinaires. On a une double entrée possible pour ceux qui ne souhaiteraient pas entrer par les contextes proposés. Disons qu'on a essayé de donner la possibilité à chaque enseignant de retrouver la manière dont il fait son approche. Le nouveau référentiel est clair, c'est du contexte, des compétences, une situation professionnelle et les savoirs associés qui viennent enrichir la compétence. Après, le point de repère qu'on a rajouté permet aux enseignants de pouvoir identifier
les savoirs qu'on va aborder dans le livre de seconde. On a fait des choix par rapport à des contextes, mais honnêtement, il part aussi de l'expérience des auteurs du livre qui ont quand même les savoirs qu'ils amènent en seconde, qui ont fait écho avec notre proposition d'ouvrage. Mmh. Alors, on va pouvoir passer à notre deuxième partie. On va vous expliquer comment sont structurées nos situations qui sont en fait l'équivalent de chapitres. Donc, dans chaque situation, on a toujours 2 pages d'analyse. Donc, je te laisse expliquer, Patricia. Alors, on a donc la partie contexte qui est bien étoffée, qui va démarrer en fait la partie analyse de l'élève. Et puis ensuite, par rapport à ce contexte, on va projeter l'élève dans une situation professionnelle. Alors, on a eu des webinaires également au niveau national sur la réforme. J'ai beaucoup aimé une personne qui parlait effectivement, c'est des situations d'apprentissage. C'est-à-dire, on projette l'élève dans une réalité professionnelle avec un public que l'on détaille bien, un enfant, son âge, ses caractéristiques, peut-être ses pathologies qu'il a. Et ça nous permet en fait, par le côté analyse qu'on demande à l'élève, de pouvoir en fait lui mettre le focus sur les points qui sont importants à analyser, à aller rechercher dans cette situation. On est vraiment sur de l'analyse et du traitement d'informations. Vous voyez qu'en dessous de la présentation de la situation, vous allez retrouver les compétences que l'on va travailler dans cette situation. Et à côté à droite, on y a mis les savoirs associés qui vont être abordés et qui vont permettre de répondre à la compétence travaillée. Sur le côté droit, vous avez donc la partie toujours analyse qui va se présenter sous des formes, on a varié aussi un peu les approches, mais il y a toujours une partie analyse qui est amenée de la situation. Et vous avez ensuite des liens qui ont été mis avec des structures, avec également des QR codes qui vous mettent, qui mettent en fait la possibilité aux élèves de pouvoir accéder aux documents des différentes structures. Et on y a mis là des jeux de rôle pour travailler beaucoup la communication professionnelle, savoir expliquer une situation, savoir en fait se projeter en tant que professionnel. Parfois, on est sur l'accueil, par exemple, là, dans le multi-accueil, on est sur l'accueil des parents qui viennent pour la première fois découvrir cette structure. Ben, on se projette sur comment un élève peut-il, à l'aide des éléments qui sont mis dans le contexte, peut-il en fait décrire à des parents l'environnement de cette structure, la prise en charge pour leur enfant et qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qui fait que cette structure sera bien pour leur enfant. Donc, les parties jeux de rôle, vous verrez sur cette partie en dessous, analyse, ont été réfléchies avec les enseignants et je trouve que ça donne une diversité d'activités qui sont intéressantes. Alors, on va passer donc aux séquences disciplinaires. Donc, après ces 2 pages d'analyse, on a des séquences disciplinaires. Bah, là, on retrouve en fait, vous allez retrouver des fiches où c'est les savoirs qui sont abordés avec, par exemple, de la nutrition, de la biologie, également de la microbiologie. Donc, on a, en fonction de la situation et du contexte dans lequel nous nous trouvons, on a amené les savoirs qui sont traités en y référant toujours le public que l'on a ciblé dans la situation professionnelle. Là, par exemple, on est sur un enfant où il y a une intolérance, par exemple, au gluten. La partie d'explication sur qu'est-ce que c'est qu'une intolérance ou qu'est-ce que c'est que le gluten est traitée, mais toujours au regard du public et de l'enfant qui a cette pathologie. C'est pareil, par exemple, pour l'œil, sur l'œil chez l'enfant. On va regarder le développement et les pathologies qui peuvent apparaître en fait sur le développement de l'œil au moment de la croissance de l'enfant. Donc, on retrouvera cette structure de l'œil par rapport à une pathologie qui se développe cette fois-ci chez l'adulte et on sera sur des explications en lien avec ce public à ce moment-là.
Oui, c'est ça. On a une, une situation qui est filée tout au long des séquences disciplinaires, en fait. C'est ça, c'est ça. Et Et on a vraiment, en fait, on donne du sens au savoir parce qu'on s'appuie sur une situation concrète et un public bien ciblé, hein. mmh. Et donc, à la fin de chaque séquence disciplinaire, on a un petit mémo à compléter, qui est Oui, donc, là, c'était ouais. c'était aussi une exigence, c'est-à-dire cette notion de trace écrite, hein, et c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup questionné aussi les auteurs, hein. C'est vrai que là, ce mémo à compléter, il doit être fait par l'élève. Il ne faut pas qu'un enseignant dicte, il faut vraiment que l'élève essaye de compléter les éléments, vraiment les indispensables à retenir. Et c'est ce qu'on appelle là la trace écrite. Il va le formuler avec ses mots. À vous de voir effectivement si tous les éléments y sont. Et ça le prépare en fait à la rédaction, à des questions pour les examens, hein. Je tiens aussi à dire qu'il y a eu un gros travail d'écriture, hein, par rapport aux activités, où nous avons varié le plus souvent les consignes, hein, d'activités. Donc là, ça a été aussi quelque chose sur lesquels j'ai tenu à ce qu'on ait une entrée comme pour les sujets d'examen, un verbe à l'infinitif avec des exigences qui sont aussi progressives, hein. Et puis le quiz interactif à chaque fin de séance, chaque fin de séquence, pardon, qui voilà, est sous la forme d'un QR code et qui va permettre à l'élève de se tester, hein. Mmh. Voilà, et donc, on termine chaque situation par une synthèse sur une page et 3 pages d'activités transversales. C'est cela, c'est qu'en fait, on est sur une synthèse de tous les savoirs qui ont été abordés par rapport à l'enfant et par rapport à la situation qu'on a déclinée dans le contexte choisi, hein. Et on a effectivement des synthèses, alors là également variées, hein. Parfois c'est des cartes mentales, parfois c'est en fait on est sur des schémas ou sur des tableaux à compléter. On est vraiment sur essayer de varier les la manière de synthétiser les éléments qui ont été vus, hein. Et puis, une chose que je vous ai déjà abordée avant. On a mis à la fin donc de chaque contexte des activités transversales, hein, pour s'entraîner à l'épreuve écrite du bac, c'est-à-dire on est vraiment sur les savoirs qui sont mélangés et qui ne sont plus sectionnés comme dans la première partie, mais au contraire de faire réagir l'élève en mobilisant une multitude de savoirs autour d'une situation qu'on redéfinit là en début d'activité, hein. Voilà pour les situations. On propose également, de nombreux compléments. On propose, des fiches à la fin de l'ouvrage, auxquelles on renvoie, tout au long du manuel dans les situations. On a 4 types de fiches. On a les fiches métiers qu'on voit, là en bleu. Donc les fiches métiers qui sont, à compléter par l'élève à partir de recherches sur internet et qui lui permettent de se projeter dans son avenir professionnel. On propose aussi des fiches à consulter, les fiches anatomiques en rouge, les fiches techniques en orange et les fiches méthodes en vert. Donc, qui sont des fiches à consulter pour réviser ou alors au contraire pour élargir ses connaissances. On propose, comme Patricia en a parlé tout à l'heure, elle faisait référence donc à Cécile Reinbold, qui a supervisé donc et rédigé ces pistes d'activités de co-intervention en français. Donc pour chaque bloc de compétences, pour chacun des 4 blocs, vous aurez donc des pistes d'activités de co-intervention qui permettent donc de se perfectionner à l'écrit, à l'oral et d'avoir un regard critique sur son environnement. Voilà, C'est donc c'est c'est oui. c'est des choses juste Magali, sur laquelle, on travaille aussi le programme de français et c'est pour ça que ma collègue, qui est inspectrice en lettres, voilà, on a croisé nos regards pour essayer de vous proposer, en tous les cas, des pistes d'activités en co-intervention, qui sont dans le respect des référentiels mutuels, hein. Donc on a également, hein, cherché à varier, hein, des supports et à mettre beaucoup l'accent sur la communication aussi bien orale qu'écrite, qui est nécessaire et qui est demandée dans le nouveau référentiel.
Voilà, donc ces pistes ces pistes d'activité en co-intervention seront à télécharger. Elles seront probablement disponibles dans le courant du mois de juin, et vous aurez également des pistes de corrigés qui seront disponibles dans le courant de l'été. Donc voilà, donc c'est à partir d'un smartphone, vous pouvez scanner le QR code pour télécharger donc les dossiers. Vous pouvez également saisir un mini lien dans une barre de recherche pour y accéder également. On propose aussi des ressources numériques variées qui sont facilement repérables. Vous voyez cet encadré rouge tout au long du manuel. Donc, vous avez des vidéos, des sites web, des documents à consulter. Et comme le disait Patricia, à la fin de chaque séquence disciplinaire, on vous propose un quiz. Voilà, donc accessible via QR code ou mini-lien. Et enfin, on vous propose sur le site compagnon l'ensemble des corrigés au format Word et de nombreux fichiers élèves et profs. Voilà. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la troisième partie de cette présentation, notre offre numérique. Et avant de laisser la parole à Marc Lebeau, donc notre responsable numérique chez Nathan, qui va vous présenter le e-manuel et la plateforme du corps humain virtuel, je vais juste vous expliquer en quelques mots les formats que nous proposons. Donc, on propose un format papier, donc avec des pages détachables et des zones de réponse, et un format numérique interactif qu'on appelle le e-manuel, où l'élève peut écrire directement à l'écran. Donc, en fonction de l'équipement de votre établissement, vous aurez la possibilité d'opter soit pour une licence bimédia avec le papier et le e-manuel, soit pour une licence 100% numérique. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Marc, qui va donc tout d'abord vous expliquer un peu comment vous pouvez utiliser le e-manuel avec vos élèves. Voilà. Exactement. Bref récapitulatif avant de vous montrer à quoi ressemble le e-manuel 2.0 et le corps humain virtuel. Le e-manuel 2.0, c'est vraiment notre outil numérique qui est notre manuel numérique, voilà, qui permet de mettre en activité les élèves. Donc ça, c'est assez important. Qui permet aussi d'accéder à une banque de ressources, qui permet d'avoir des échanges entre le professeur et ses élèves, qui permet aussi de travailler hors ligne, je vais vous le montrer, grâce à un feuilletage téléchargeable avec des ressources associées, qui permet également pour les enseignants, si vous, enseignant, vous n'avez pas envie d'activer les échanges prof-élèves et que vous voulez travailler en vidéoprojection, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le e-manuel. Et je vous présenterai par la suite le corps humain virtuel, donc voilà, qui est une plateforme en effet de visualisation des systèmes, des appareils, des organes du corps humain, avec plus de 1000 définitions de ces systèmes et une partie d'exercice qui est assez intéressante, qui est d'exercice de type de schéma à légender. Alors, je partage mon écran tout de suite. Hop, voilà, tac. Donc, là, je vous présente l'espace élève. Je commence par vous présenter l'espace élève du manuel. Donc, il se présente de la sorte. Vous arrivez dans votre e-manuel en tant qu'élève. Vous pouvez donc évidemment accéder au e-manuel. Donc, l'e-manuel se présente de la sorte. Lorsque vous accédez au e-manuel, vous retrouvez le sommaire de votre ouvrage. Donc là, c'est une version démo, mais évidemment, qu'en début d'année scolaire, la version sera complète. Il y aura tout le sommaire de l'ouvrage, sachant qu'il est très très important de savoir que tout le contenu du manuel scolaire se retrouve dans le e-manuel, dans la version numérique. Les documents, toutes les ressources qu'il y a derrière les QR codes qu'a présenté Magali à l'instant, elles se retrouvent aussi dans le e-manuel. Donc voilà, c'est vraiment tout. Le contenu est simplement retravaillé pour être rendu plus interactif encore. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une page du e-manuel, par exemple celle-ci. Donc voilà, ça c'est une page du e-manuel. Donc on retrouve dans la partie de gauche, ici, je vais scroller doucement, voilà. On retrouve dans la partie de gauche donc le titre de la page avec éventuellement des contextes, des définitions. Et puis vous avez ici en bas de page des zones de saisie qui permettent de mettre en activité l'élève, c'est-à-dire que s'il y a un questionnement, l'élève peut venir y répondre. Je vais ici, voilà, je vous indique, voici ma réponse. OK. Si l'élève a besoin pour répondre de consulter l'un des documents de son manuel, ils sont présents ici à droite dans la colonne documents. Donc je peux venir en cliquant les agrandir et les ouvrir, ce qui permet d'avoir une double vue. La vue des questions où il faut répondre, où il faut s'exercer, et la vue des documents dans lesquels on peut ouvrir
un ou plusieurs documents en regard. Donc ça, c'est assez important pour comprendre le e-manuel. Ensuite, si je remonte, on voit ici qu'il y a une petite option 10, évidemment pour les élèves qui seraient dyslexiques, où ils peuvent afficher grâce à cette option tout le contenu en police 10. Voilà, vous voyez ici. Hop. Donc voilà. Si jamais l'élève a besoin de trouver rapidement une ressource, on a aussi une entrée banque de ressources. J'y vais. Dans l'entrée banque de ressources, on retrouve ici toutes les ressources du manuel, classées dans l'ordre des chapitres de l'ouvrage, et avec un filtre également par type de ressources, si on souhaite regarder toutes les vidéos possibles, tous les fichiers Word, tous les liens web, etc. Donc ça, c'est une vue qui peut être intéressante si on cherche un ou plusieurs documents sans forcément savoir à quelle séquence il est adossé. Autre intérêt du manuel, je retourne dans la séquence. Une fois qu'on travaille, j'enlève la police 10, une fois qu'on travaille en tant qu'élève dans sa séquence, donc on peut venir remplir. Alors, je vais scroller doucement parce qu'avec le partage d'écran, parfois, ça donne un peu le tournis. Voilà, je vais venir, du coup, saisir toutes mes réponses. Je ne suis pas obligé de faire tous les champs, je peux faire que les champs qui m'intéressent. Et à la fin, je vais vous le montrer, hop, en allant un peu plus vite. À la fin, vous avez un bouton qui vous permet de sauvegarder la page dans votre classeur. Donc, ça permet à l'élève de sauvegarder son travail et de générer une page au format Word qu'il retrouvera dans son classeur, qui lui permet du coup de pouvoir conserver son travail, potentiellement même une fois qu'il n'aura plus accès au e-manuel, il pourra conserver son travail. Donc en fin d'année ou pour les années suivantes, ça peut être intéressant pour l'élève de conserver une trace de son travail où il aura tout le questionnement et toutes ses réponses au format Word, ce qui lui permettra de l'éditer, de modifier des choses et de pouvoir rentrer dans le document après coup. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je remonte, hop, je remonte rapidement. En termes de contenu dans une page, comme vous l'avez vu, il y a des zones de saisie, il y a des tableaux à remplir, mais il peut y avoir aussi des exercices interactifs, des QCM, des points à relier. Voilà, donc tout un tas d'activités pour mettre en activité l'élève et pour être un peu diversifié dans notre contenu. Voilà, ça c'est l'espace élève. Je vais vous montrer maintenant votre espace, l'espace enseignant. Donc là, je suis dans l'espace enseignant. L'espace enseignant, évidemment, comporte tout le contenu auquel a accès l'élève, que ce soit en effet les pages du manuel, la banque de ressources, le classeur, évidemment, pour retrouver l'enseignant peut lui également sauvegarder son contenu, pourquoi pas si jamais il veut exporter une séquence au format Word. Mais évidemment, l'enseignant a accès à un petit peu plus de contenu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Quand je rentre dans une page, voilà, en tant qu'enseignant, je retrouve, comme vous pouvez le voir, l'ensemble du contenu comme le voit l'élève. J'ai juste, dans le cadre de la vidéoprojection, une option qui me permet, si jamais je veux mettre en activité la classe en vidéoprojection, de faire un zoom sur les questions. Donc là, j'ai cliqué sur le petit onglet vidéoprojection. Ça permet, comme vous l'avez vu, d'effacer un petit peu la colonne document, qui est néanmoins accessible ici. Mais ça permet voilà, d'afficher en grand le questionnement pour pouvoir répondre ensemble en classe, etc. Autre chose intéressante, c'est que l'enseignant a accès au corrigé-type. Donc chaque zone de saisie a son corrigé-type. Donc ça permet à l'enseignant d'avoir accès en un clic à la correction pour pouvoir travailler en classe. J'enlève la vidéoprojection parce que dans la colonne documents, ici, donc l'enseignant a accès à tous les documents du manuel, mais il a également accès à des fichiers de corrigés. Voilà. Quand il s'agit de schémas légendés ou d'autres documents, il peut avoir des corrigés sous forme de documents auxquels évidemment lui seul a accès et pas l'élève. Voilà. Autre chose qu'a l'enseignant, c'est des outils d'échange prof-élève, ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut donc, par exemple, voir et corriger le travail d'un élève. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite. Quand je clique sur cette option, je vois tous les élèves de ma classe. Là, pour la démo, je n'en ai qu'un, mais évidemment, vous pourrez retrouver tous vos élèves ici. Je clique sur l'élève de mon choix et, le temps que ça arrive, je vois la vue de l'élève. C'est-à-dire que là, je vois la page de l'élève, donc la même que j'ai consultée moi. Voilà, c'est de page à page. Et quand je vais, hop ici, je peux voir, alors je ne sais pas si vous voyez très clairement, mais ici je vois le commentaire que je viens de rédiger avec vous. Voici ma réponse dans le champ de saisie. Donc je vois la réponse de mon élève en contexte. Et je peux au choix commenter sa réponse si je le souhaite. Donc si je clique, hop, je descends un petit peu, j'ai une zone de commentaires qui apparaît pour éventuellement faire un commentaire sur cette réponse, sur la question 2 de cette page-là. Donc je vous montre, voici mon commentaire. Tac, OK. Et je sauvegarde, et donc mon commentaire est présent et du coup est visible par l'élève.
ou je peux, si je veux, commenter la page en entier. Donc là, c'est vraiment si je veux faire un commentaire sur la page Emmanuel au complet. Je peux également aussi faire un commentaire qui arrivera en haut de la page, toujours pour être visible par l'élève, pour que l'élève puisse voir le commentaire de l'enseignant, votre commentaire en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'une des fonctionnalités très intéressantes. Autre fonctionnalité, grâce au classeur, je peux, en tant qu'enseignant, envoyer des documents, que ce soit pourquoi pas la page Emmanuel que j'aurais sauvegardée avec les corrigés auxquels j'ai accès en tant qu'enseignant, que j'aurais généré sous format Word. Je peux l'envoyer et la mettre dans le classeur de mes élèves afin qu'ils y aient accès si j'estime que c'est bon. Et ensuite, je peux aussi envoyer d'autres documents que j'aurai moi en tant qu'enseignant sur mon ordinateur en contexte du manuel. Donc ça peut être aussi intéressant. Je vous montre tout de suite. Voilà, en tant qu'élève, par exemple, si je retourne sur ma page ou sur une autre page, pourquoi pas, je vais pouvoir voir les commentaires que m'a fait l'enseignant. Tac, ici, vous voyez ici, commentaire de l'enseignant, bravo, voilà. Ok, dernier point, comme je le disais, il est possible d'accéder également en ligne au feuilletage, en contexte. Donc, je clique sur l'option feuilleter le manuel papier, côté élève et côté enseignant, qui m'ouvre le feuilletage de l'ouvrage. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça l'ouvre en contexte. Quand je suis sur ma page Emmanuel, j'ouvre la bonne page correspondante de l'ouvrage. Je vois le feuilletage, donc je vois tous les documents, toutes les ressources, etc. Et ce qu'on a fait cette année en nouveauté, c'est qu'on a ajouté toutes les ressources, typiquement qu'il y aurait ici, par exemple, vous voyez un QR code sur la page. Et bien, cette ressource est également accessible, voilà, ici, grâce à un petit onglet ressources en contexte de la page. Donc, soit la page contient des ressources, vous voyez ce petit onglet, vous cliquez dessus et vous avez votre lien, soit vous allez rechercher, grâce à cet onglet ressources mères, toutes les ressources de l'ouvrage, en les filtrant par chapitre et par type de ressources, exactement comme dans les manuels. Ce qui est intéressant, c'est que ce feuilletage, vous pouvez le télécharger pour avoir une utilisation hors ligne, et les ressources, qui ne seraient pas, par exemple, des liens web, évidemment, tout ce qui est documents associés et tout, sont aussi téléchargés, donc sont consultables aussi hors ligne. Donc ça pousse un petit peu plus l'effet hors ligne, donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Pour le e-manuel, je pense avoir à peu près fait le tour. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons plusieurs tutos sur notre chaîne YouTube. Il y a des webinaires qui s'organisent aussi autour du e-manuel. N'hésitez pas à être attentif à ça. Si vous avez une question spécifique ou si vous êtes adoptant et que vous souhaitez que ça fonctionne dans votre classe, n'hésitez pas à vous adresser à vos délégués pédagogiques et au service d'accompagnement numérique. Et si vous voulez même consulter nos e-manuels, sur le site Nathan, chaque ouvrage a sa démo numérique, son e-manuel, voilà, comme ce que je vous montre en ce moment, où vous pouvez même en contexte saisir des réponses, etc. Rien n'est sauvegardé, mais ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et sinon, vous avez le site emmanueldemo.fr qui recense toutes les démos de nos e-manuels. Voilà, ça, je vous le dis comme ça, si jamais ça vous intéresse. Maintenant, autre chose, une dernière chose, si vous êtes prescripteur de cet ouvrage e-manuel ASSP Seconde Bac Pro, vous aurez en plus un onglet qui vous amènera directement vers le corps humain virtuel parce que vous aurez 1 an offert en tant qu'enseignant, évidemment, pas pour les élèves, mais pour vous, enseignants, vous aurez 1 an offert d'accès à cette plateforme Nathan Corps Humain Virtuel, que je vous montre tout de suite. Donc cette plateforme, elle est assez intéressante parce qu'en effet, vous avez plusieurs types de vues. Voilà. Donc là, on est en vue squelette, c'est assez intéressant. Vous avez la vue des muscles, la vue du système nerveux, du système lymphatique, etc. Donc vous pouvez changer de vue. Je vais essayer de vous montrer par exemple le système nerveux en cliquant dessus. Voilà, donc vous allez voir la vue de cette même personne, entre guillemets, avec son système nerveux. Je repasse en vue squelette. Comme vous pouvez le voir, si je passe ma souris, voilà, je peux sélectionner des zones du corps humain, comme ceci. J'ai un zoom, évidemment, si je veux être beaucoup plus précis. Je vais zoomer beaucoup plus. Voilà. Donc là, typiquement pour les os du crâne, vous voyez que je peux vraiment sélectionner une zone très précise. Et si je clique sur la zone, j'ai donc une définition, en tout cas l'intitulé de la zone, la définition associée, éventuellement des liens vers d'autres vues qui seraient ou d'autres éléments qui seraient liés, voire des schémas. Voire des schémas pour remontrer d'une autre manière. Donc ça, c'est intéressant et comme je vous le dis, il y a plus de 1000 éléments, 1000 définitions. Donc c'est vraiment très complet. Autre chose qui peut être assez intéressante pour vous, c'est qu'on peut venir superposer des vues. C'est-à-dire que typiquement ici, j'ai la vue muscle, je vais appuyer sur le petit plus, ça va me générer une petite fenêtre, voilà, qui va permettre de superposer la vue des muscles avec la vue du squelette. Donc ça peut permettre voilà, de faire des équivalences,
Vous pouvez évidemment l'agrandir, la réduire, enfin voilà, vous avez complètement liberté. Et vous pouvez, dans cette vue-là également, cliquer sur une zone de votre choix pour afficher la définition et pour afficher d'autres liens éventuellement vers d'autres éléments liés du corps humain. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Dernière chose, c'est que vous avez en effet une possibilité de tester vos connaissances. Donc, ce sont des exercices qui viennent légender des schémas. Donc, de type placer ou écouter, ça veut dire soit on vient placer des mots, soit on entend des mots et on vient les placer au bon endroit. Si je mets pour placer des mots, typiquement ici, voilà, je peux venir choisir mon sujet. Donc, est-ce que je veux être interrogé sur la morphologie globale, sur le squelette, sur les muscles, le système nerveux? Je retrouve un peu tous les systèmes qui sont listés dans l'encyclopédie du corps humain virtuel. Et ensuite, je vais avoir des mots qui vont m'être listés et je vais venir cliquer sur les zones ici pour venir placer les mots. Si je clique et qu'il ne se passe rien, c'est que je n'ai pas trouvé la bonne place pour cette légende. Si je clique et que le mot s'affiche, c'est que j'ai trouvé la bonne place. Donc voilà. Ça, c'est assez intéressant et c'est aussi assez intéressant parce que les élèves doivent légender aussi des choses tout au long de l'année et en fin d'année. Donc ça peut être assez intéressant pour vous, même d'équiper, pourquoi pas, vos élèves. Et donc, si vous êtes prescripteur de notre ouvrage, vous avez, vous, enseignant, accès à la licence pendant 1 an gratuitement, mais vous pouvez tout aussi équiper votre classe avec des licences pour chaque élève, pour que chaque élève puisse avoir accès à cette encyclopédie du corps humain virtuel et puisse également aussi s'entraîner à légender des schémas. Voilà, ça c'est possible et vous pouvez le faire depuis le site Nathan ou depuis même le CNS. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, très bien. Merci Marc. On arrive donc au terme de cette présentation. On va pouvoir passer à la deuxième partie de notre webinaire. Et donc, je vais prendre connaissance des questions que vous avez posées sur le chat. Alors, donc une première question. Peut-on utiliser ce livre si l'on souhaite s'appuyer sur un contexte local? Eh ben oui, en fait, c'est moi qui réponds, Magali, oui. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, la conception de l'ouvrage a tenu compte, et je l'ai déjà détaillé avant, mais on est sur des contextes types qu'on rencontre partout et sur lesquels, à la fin du contexte, on a effectivement laissé la place à l'élève pour se projeter sur une structure identique trouvée localement et sur lequel il pourra lister les coordonnées, peut-être postuler pour une PFMP. En tous les cas, oui, il y a possibilité effectivement de se projeter sur des contextes locaux avec même l'ouvrage qu'on a conçu. On y a pensé en tous les cas. Alors, une autre question. Quelles sont les contraintes, les obligations de progression sur les 3 ans? Alors, de toute manière, l'ensemble du référentiel doit être balayé sur les 3 années. Alors, c'est sûr qu'on est aussi, et vous le savez bien, hein, pour les enseignants qui sont présents, on est quand même aussi contraint par rapport aux examens et par rapport à l'évaluation des différents blocs hein, sur les unités qui sont proposées dans le nouveau référentiel, qui sont jalonnés également sur des périodes. Hein, on a quand même la majorité des éléments qui vont être évalués sur la classe de terminale, même si dans le référentiel, on a la possibilité, dans une sous-épreuve, de la démarrer également sur la dernière partie de la première année. Donc, on est jalonné et on a aussi ces éléments d'évaluation qui vont nous amener à faire des découpages et à faire notre progression hein, dans le livre de seconde, dans le livre qui viendra aussi de première et de terminale. Et on tiendra compte effectivement d'amener progressivement à travers des contextes, à travers des situations, les savoirs associés nécessaires, mais surtout pour répondre aux compétences qui sont demandées dans le référentiel actuellement. Alors, on nous demande si on doit travailler un bloc par situation professionnelle. Alors, on est dans l'ouvrage, vous allez retrouver en fait ce découpage. On traite chaque situation professionnelle est rattachée en fait à un bloc, hein, mais dans un même contexte. Hein. Donc, on est la partie examen, j'en parlais juste avant. Le bloc 1, il a son unité U31.
Donc, on va évaluer les élèves par bloc pour le nouveau référentiel. Donc, on est dans cette logique de construction et d'évaluation qui sera faite en terminale. Oui, on en a tenu compte en tous les cas. Alors, on a une autre question. On a beaucoup de questions en fait sur les blocs de compétences. Mais Oui. c'est une nouveauté, les blocs de compétences. Donc, alors là, on nous demande pourquoi ne pas avoir construit des ouvrages par bloc. Alors, en fait, si pour donner sens aussi, il y a quand même en fait un bloc qui parle aussi d'un travail pluriprofessionnel et sur lequel on a trouvé judicieux de faire cette entrée telle qu'elle est demandée par contexte, par situation, et on a décliné des éléments pour chaque bloc. Donc, c'est un choix qu'on a fait pour respecter l'approche qui est demandée sur ce nouveau référentiel. On n'a pas fait du coup une entrée par bloc, mais on a fait une entrée par contexte, par public, par compétence et par situation professionnelle. Donc, on nous demande, dans votre livre, vous travaillez toujours les 4 blocs pour chaque contexte? Oui. Oui. La réponse est oui. Bah oui, parce qu'en fait, quelque part, mais c'est la situation professionnelle qui donne la coloration en fait du bloc. Et ça nous permet, le jour de l'examen, l'élève va avoir une projection dans une structure sur un public donné et sur lequel effectivement on va évaluer un bloc. Donc on est dans cette logique. En tous les cas, une structure peut amener à être traitée dans les différents blocs. On peut très bien, le multi-accueil, je peux travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle, comme je peux accompagner la personne dans une approche globale et individualisée si je suis sur le petit enfant. Vous voyez qu'elle s'inscrit parfaitement dans la logique de construction que nous avons eue. Alors, on a une question sur la co-intervention. On nous demande pourquoi nous n'avons pas abordé la co-intervention en maths également. Alors, c'est une bonne question. En fait, on a souvent, enfin, après c'est les retours de terrain, on a plus de retours de co-intervention qui se sont mis assez facilement en place avec les collègues de maths, de sciences. On est effectivement là sur une co-intervention qu'on a voulu colorer peut-être plus sur les lettres. C'est par rapport en fait au bloc et aux exigences sur la communication professionnelle. Et on trouvait qu'il y a vraiment eu une insistance sur faire monter les élèves en compétences langagières, sur également la transmission écrite, orale. Et donc, on a trouvé judicieux de le colorer dès la seconde avec cet élément de co-intervention. Mais c'est peut-être une idée à retenir de mettre de la co-intervention en maths pour les prochains ouvrages. On vous proposera des pistes. Alors, comment le livre prépare-t-il les élèves à l'U2? Alors, l'U2, c'est donc la nouveauté, c'est la conception d'activités d'éducation à la santé. Alors, c'est ce qu'on a mis. Alors, dans certains contextes, vous verrez, on aborde par exemple comment amener dans une structure une action d'éducation à la santé par rapport à un public donné. On a présenté quelques outils à réaliser, comment concevoir un questionnaire, comment concevoir un flyer. On est parti en fait sur un dossier qui nous permet d'aborder des pistes d'investigation en fait différentes. On va en tous les cas amener aussi progressivement la construction de l'élève dans cette unité U2 sur la conception d'actions d'éducation à la santé. C'est une nouvelle épreuve écrite, il y a beaucoup de questions. En tous les cas de la part de mes enseignants aussi. Je vous rappelle que dans la définition de l'épreuve, il y est quand même appel à un dossier technique qui est assez conséquent. Donc, vous voyez que la gestion des documents, c'est quelque chose qui va être effectivement à travailler et nous l'abordons, nous, en mettant déjà des contextes assez étoffés.
Et je pense que quelque part, dans les contextes, dans les situations, on traite bien des compétences demandées dans ce bloc, à analyser les besoins d'un public, concevoir une action d'éducation à la santé, mettre en œuvre et évaluer l'action d'éducation à la santé. En tous les cas, on a essayé de répondre dans les éléments qu'on a mis à ces 3 compétences qui sont visées dans ce bloc. Alors, donc ça doit être une question pour Marc. L'enseignant a-t-il accès à l'e-manuel de chaque élève? Ouais, tout à fait. En effet, tout à l'heure, j'ai fait une démonstration avec un seul élève, mais il faut imaginer que si vous avez 20 élèves, 30 élèves, vous avez accès au travail de chacun des élèves sur l'ensemble du manuel. Alors, les plans de formation n'étant pas encore conçus, comment puis-je utiliser le manuel? Alors, les plans de formation, en fait, c'est là, juste la personne qui parle, c'est en équipe établissement? Je peux pas en dire davantage. C'est juste cette question-là, les plans de formation n'étant pas encore conçus, oui. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, vraiment, la philosophie, c'est travailler en équipe pluriprofessionnelle, en établissement, et à s'interroger sur effectivement les contextes que l'on veut travailler, quel public habituellement vous abordez en seconde. Et nous, on a vraiment sondé des enseignants d'académies multiples pour permettre en fait de cibler des contextes en lien avec les publics qui étaient abordés en seconde. On est beaucoup sur, comme je l'ai dit déjà en introduction, sur l'enfant, l'adolescent, et on a voulu quand même aborder la personne âgée. Donc, on a fait des choix, mais ça permet effectivement d'être en cohésion avec souvent les PFMP et les lieux de PFMP qui sont suggérés sur la seconde. Donc, quelque part, en familiarisant vos élèves dans les contextes qu'on aborde dans le livre, avec la documentation professionnelle qu'on a bien voulu mettre pour étoffer les contextes, je pense que ça permettra aussi à l'élève d'être plus à l'aise dans les structures d'accueil sur le niveau seconde. Alors, nous sommes 3 professeurs d'enseignement professionnel. Comment se répartir les savoirs? Travaille-t-on une situation à la fois? J'ai du mal à voir le découpage. Alors là, en fait, déjà, l'entrée, c'est le contexte. Quel contexte? Est-ce que vous voulez démarrer par l'ado? Est-ce que vous voulez démarrer par la personne âgée? Vous souhaitez démarrer par l'enfance? Ce sont des choix qui vous reviennent. Dans le livre, donc, on peut démarrer par un des 4 contextes que l'on présente. Et puis, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des situations professionnelles qui sont liées au savoir qu'on va aborder. Donc, on sait bien qu'en équipe établissement, certains ont des appétences pour peut-être plus les savoirs associés liés à la nutrition, à la microbiologie. Il y en a d'autres plus sur les sciences médico-sociales, sur les techniques pro. Donc, en fait, votre choix de répartition, elle doit être en concertation au niveau de l'équipe établissement. Et vous avez après la situation qui va se rapporter à ce que vous voulez aborder en termes de savoir associé. Mais le contexte va être travaillé par l'ensemble des 3 enseignants. Chacun va amener des savoirs différents, mais on va aussi déterminer une durée dans laquelle je vais travailler autour de ce contexte. Moi, au niveau académique, on est quand même sur à peu près voilà, 3-4 contextes par année scolaire. Donc, on est dans la logique qu'on a retenue, en tous les cas, dans notre projection qu'on vous propose ici dans le livre. Alors, une autre question sur la répartition. Comment est prévue la répartition STMS et BSE? Ah, je l'attendais, cette Oui. question. Je l'attendais parce qu'elle a fait beaucoup de débats sur les échanges qu'on a pu avoir. Pour moi, je parle en académie avec mes enseignants. Je pense que, et je l'ai dit juste avant, c'est que c'est un travail d'équipe. Vous êtes le nouveau référentiel n'a pas changé vos collègues qui font partie de votre équipe. Votre approche maintenant va être différente et sur laquelle il faut que vous vous questionnez qui veut prendre quelle situation et quel savoir dans un contexte donné. Il y a des répartitions qui ont été proposées au niveau national
Hein, on nous a bien dit qu'effectivement, c'est des propositions qui ont été faites. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, dans mon académie, en tous les cas, je travaille avec mes enseignants sur la demande des chefs d'établissement à ce découpage de répartition des savoirs, hein, à aborder au niveau de la seconde. Mais ça se fait en fonction des compétences des gens et c'est un travail de concertation d'équipe. Hein. Alors, une autre question. Nos IEN nous ont fait construire un plan de formation qui ne colle pas forcément à l'ouvrage au niveau des compétences et savoirs associés. Cela est donc difficile de jongler entre notre propre plan de formation et les situations du livre proposé. Comment faire pour être cohérent avec nos IEN? Alors, quel est le découpage alors qui a été proposé? Nous, on vous propose en fait un découpage qui suit la répartition préconisée. Hein. Donc, ce sont après des choix. Il y a une liberté pédagogique hein, qui est laissée à chaque enseignant. Donc, je ne connais pas hein, les préconisations de chaque inspecteur de ma discipline dans les académies. Mais nous, on vous propose voilà, une approche hein, qui a été construite avec des auteurs différents et sur lesquels on répond en fait en tous les cas à la définition du nouveau référentiel. Hein. D'accord. Alors, pourquoi le choix de l'ALSH, de la MEX et du CLIC, sachant que ce ne sont pas a priori et selon le référentiel des lieux de PFMP pour nos élèves? Alors écoutez, ce sont des lieux qui sont proposés en tous les cas. C'est des lieux où les élèves vont en PFMP à l'heure d'aujourd'hui dans beaucoup d'académies. Hein. Hmm. On arrive au bout des questions. Là, j'en ai encore deux. Pourquoi les préparations de collation, de repas ont été retirées de la formation? Alors là, en fait, ça a été, on a recentré quand même le bac pro SSP sur le soin. À l'heure d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il n'y a plus d'options hein, sur ce nouveau bac pro SSP. Et il y a eu effectivement les professionnels qui ont participé à la réécriture de ce référentiel ont jugé qu'on était plus dans l'accompagnement de la prise de repas sur cette formation-là que à la réalisation des collations. Donc après, ça a été une orientation différente. Il y a des choix qui ont été proposés par les professionnels et qui ont été retenus dans cette réécriture du nouveau référentiel. Hein. C'est une question hein, qui revient assez souvent hein, quand même dans Ouais. les échanges qu'on a au niveau des enseignants. Hein. Alors, une dernière question, je pense. Nous avons comme consigne dans notre académie de créer nos séquences nous-mêmes et de ne pas utiliser de manuel. Je trouve cela tellement dommage car votre manuel est très très attractif. Et j'imagine, merci, et C'est gentil. j'imagine les heures de travail derrière. Est-ce que ce sont des consignes nationales ou simplement académiques, donc de ne pas utiliser les manuels? Ce sont des consignes académiques, hein, ce ne sont pas des consignes nationales. Les livres doivent être des supports, hein, on est bien sur des supports élèves. Le livre, il y en a dans toutes les disciplines. Là, on vous propose effectivement, je crois qu'on est un des seuls, enfin dans ce que j'ai pu voir, hein, d'avoir eu cette approche hein, par contexte et par situation. Je parle par expérience, j'ai vu que bien souvent dans les inspections que j'ai pu faire ou dans les éléments que j'ai pu voir hein, auprès de mes enseignants, c'est quelque chose voilà, qu'on doit retravailler hein, dans cette nouvelle philosophie demandée en étoffant un peu plus les contextes. Et je pense que le livre est un bon support pour travailler ces aspects-là avec les élèves. Ça n'empêche pas qu'à côté de ça, vous pouvez l'agrémenter avec d'autres parties de cours. Hein. Il y a pas de, je rappelle bien qu'un livre est hein, un support qui vous donne en fait des éléments construits pour faire une approche avec les élèves. Hmm. Et merci pour oui, il y a eu Pour le beaucoup de compliment, travail des auteurs et pour le compliment. nous confirmons. Nous confirmons, tout à fait. Euh,
Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Voilà, de toute façon, si on n'a pas répondu à toutes les questions, nous y répondrons par écrit. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura intéressé, qu'il vous aura éclairé. Merci à tous d'y avoir participé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, sachant donc que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible en replay via un lien qui vous sera envoyé par mail dès demain. Il sera également disponible, ce replay, sur notre chaîne YouTube Nathan. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je remercie bien sûr Patricia et Marc d'avoir présenté ce webinaire avec moi et notre équipe marketing pour l'organisation. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et une bonne continuation. Au revoir. Au revoir.